Plus tard, lors des élections de 2010, il y a eu une nouvelle interférence de la communauté internationale. Et à ce moment-là, la MINUSTAH était encore là et comme mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti. Et ils ont fait pression pour que l'on déclasse le candidat qui était le candidat du pouvoir au profit d'un candidat qui, selon toutes les informations, n'était même pas arrivé en 5e position et qui serait finalement l'élu de ces élections-là, qui était Michel Martelly. Donc, il y a eu une telle mauvaise influence des Nations Unies et de la communauté internationale sur les élections haïtiennes que les Haïtiens, ayant compris finalement qu'ils n'étaient pas ceux qui décidaient en votant, on a eu des taux d'abstention importants aux élections en Haïti. C'est pourquoi l'actuel président a été élu avec juste un peu plus de 500 000 voix. Hérol, pour faire simple, et aussi même question à Jacques et à Josette, est-ce que on peut dire que par ces agissements que vous décrivez, le système des Nations Unies en Haïti s'est rendu complice de l'assassinat de la démocratie dont Josette parlait tout à l'heure? Jacques. Oui, on peut le dire. D'ailleurs, ça confirme, c'est-à-dire, ça confirme le problème d'Haïti, je crois, dans l'intégration au monde. Ce que je voulais dire par là, les Nations Unies ont importé en Haïti des méthodes, des expériences venues d'ailleurs. Par exemple, si on prend le cas des expériences des Nations Unies en Afrique, où il y a, par exemple, oui, des guerres, ah oui, ok, des luttes pour le pouvoir, et qu'il y a des groupes armés qui revendiquent une partie du territoire et qui ont comme objectif d'aspirer au pouvoir. Or, en Haïti, il n'y a pas ces groupes armés. Ce n'est pas un pays où il y a une partition, le Nord revendique son autonomie, son indépendance, etc. Donc les Nations Unies sous-évaluent la situation haïtienne de mon point de vue, importent des techniques, des modèles qui n'ont rien à voir avec Haïti. Puisque le cas haïtien n'est pas semblable au cas somalien. C'est vrai, il y a des journalistes pressés assez souvent et qui tentent de parler de la somalisation d'Haïti. Alors Haïti n'a rien à voir avec la Somalie, et notamment avec le Congo. Donc Haïti, c'est un cas spécifique, j'ai envie de dire, et c'est un pays non pas singulier en tant que tel, c'est-à-dire qu'il doit se recroqueviller sur elle-même, mais je crois qu'il faut prendre Haïti telle qu'elle est et apporter des solutions qui sont compatibles, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec son anthropologie, avec ses aspirations, ses attentes. Je crois, et tout l'échec de la démocratie en Haïti, échec relatif, après 1986, s'explique par l'importation des institutions qui ne correspondent pas aux attentes des Haïtiens, qui ne correspondent pas aux aspirations des Haïtiens. Je crois qu'il faudrait maintenant engager une nouvelle réflexion de la traduction de la démocratie telle qu'elle est en Occident, mais parce que la démocratie, elle doit avoir un sens en fonction de la sociologie du peuple qui la vit, en fonction de la société dans laquelle elle est implantée. Or, on voit bien, même la communauté internationale, qui est considérée comme étant un acteur local aujourd'hui en Haïti. C'est un acteur politique, puisque on ne peut décider de rien sans cette communauté internationale. Cette communauté internationale, elle encore, fait fausse route, puisqu'elle applique en Haïti des solutions qui ne correspondent pas à Haïti. Puisque même dans le cas de ce président aujourd'hui qui est contesté par la grande majorité de la population, et voilà que les États-Unis disent non, il faut garder ce président. Alors qu'il tue, qu'il assassine, qu'il massacre, mais il faut le garder jusqu'au terme de son mandat. On va s'arrêter, Jacques, si tu veux bien, sur le rôle précis des États-Unis, mais on finit sur ce chapitre onusien, et là c'est ma question à Josette, de toute façon c'est la même. Si aujourd'hui, en 2019, les Haïtiens devaient adresser un message à l'Organisation des Nations Unies, vu ce que nous venons d'écrire, quel devrait être ce message-là? Bon, ce midi, j'ai parlé de deux grands paradoxes. Je commencerai par ces deux paradoxes-là. Je parle de deux grands paradoxes, puisque aujourd'hui, nous sommes dans un salon du livre haïtien et une exposition haïtienne. C'est
je dirais que c'est un petit exemple de ce qu'Haïti peut produire. Et vous voyez le monde qui est autour, vous voyez la profusion, vous voyez notre profusion littéraire, vous voyez notre profusion artistique. C'est un pays qui existe, qui a une créativité énorme, une inventivité énorme, et qu'on veut à tout prix aider, mais à qui on ne demande jamais qu'est-ce qu'il lui faut. Et ce pays continue à produire malgré tout, je dirais malgré ceux qui veulent faire la mendicité. Donc, on n'a jamais donné plus de mendicité que pendant ces 10 dernières années, et le pays n'a jamais été aussi mal. Et les Haïtiens continuent à produire en général sans aide. La classe moyenne qui aurait besoin d'aide continue à produire sans aide. Donc ça, c'est un grand paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est le pays au monde aujourd'hui qui envoie le plus de cerveaux à l'extérieur. Aujourd'hui, 10% des Montréalais sont haïtiens. Il y a 120 000 Haïtiens à Montréal. Moi-même, j'ai un frère qui travaille à la NASA. Je viens d'un petit village d'Haïti, du sud d'Haïti, Campérin. Et j'enseigne à l'université ici. Donc, Haïti envoie ses meilleurs éléments à l'extérieur et les gouvernements, justement, cette démocratie, leur poussent le dos pour y aller. Il y a 100 000 jeunes Haïtiens qui sont partis au Chili récemment. Les Haïtiens s'en vont. Et cette communauté internationale nous envoie des éléments que eux-mêmes, des experts, qu'eux-mêmes n'auraient pas employés dans leur administration. Qu'est-ce qu'on leur dit? Comme experts, pour aller régler des problèmes aussi complexes qu'on a dans un pays qui n'arrive pas à s'en sortir, qui s'embourbe. Donc ce paradoxe, je dirais d'abord à la communauté internationale, je dirais d'abord à l'ONU, laissez-nous, venez nous aider, mais ne nous soutenez pas comme la corde qui soutient le pendu. Je crois que l'ONU nous soutient c'est comme la corde qui soutient le pendu. Je note que vous ne leur demandez pas de partir. Hein? Bon, après, regardez ce que l'ONU a fait en octobre 2010, après le séisme. L'ONU a ramené le choléra en Haïti. Ils ont mis tout un théâtre en place pour dire que ce n'était pas eux. Mais l'ONU a tué plus de, on parle même de 80 000 personnes en Haïti. Et quand on dit tuer, ce n'est pas seulement ceux qui ont été enterrés, tués, morts, vivants, c'est toutes les familles qui, pour faire des funérailles, doivent complètement épuiser toutes leurs ressources pour enterrer ces personnes. Et toute cette calamité, toute la peine qu'il y a justement là. Donc l'ONU a fait beaucoup de mal en Haïti. Donc je leur dirais aujourd'hui, puisque je les vois bien revenir d'ailleurs, parce que chaque fois qu'il y a une crise, ils reviennent en nombre pour venir apporter l'aide humanitaire. Je leur dirais, allez chercher où se trouve l'humanité, parce que comme ils n'ont pas d'humanité eux-mêmes, laissez-nous retrouver notre humanité. C'est ça que je leur dis. On a bien compris. Bon, mais voilà, on y arrive. On y arrive. Excellent. On a parlé de l'ONU. On va s'arrêter sur les grands électeurs. Un grand électeur en particulier, parce que chez nous, on sait que c'est Mme Clinton qui faisait les élections, tout au moins celle de 2010. Quel est le rôle des États-Unis d'Amérique du Nord? On va parler de la France aussi, hein, parce que nous sommes à Paris, on le rappelle. Quel est le rôle des États-Unis, Roald Jean-François? Allez, aujourd'hui, Jacques Nézy a dit qu'ils soutiennent à bout de bras Jovenel Moïse. Pour quelle raison? Quel est le rôle de Washington dans ce bourbier en 2019 en Haïti? Malheureusement, allô? Voyons le parti. Non, ça va. Non, c'est le micro. Allô? Oui. Malheureusement, il y a une mentalité en Haïti que les États-Unis influencent tout et que les Américains sont ceci, cela. Je me rappelle pendant le coup d'État du 30 septembre 1991, l'on disait que si les militaires n'avaient pas le support des États-Unis,
il n'aurait pas pu faire ceci, il n'aurait pas pu faire cela. Alors, les militaires en ont profité pour faire tous les vagabondages possibles parce que, soi-disant, ils avaient le soutien des États-Unis. Récemment, quand il y a eu une position des États-Unis par rapport à Haïti, l'ONU, etc., j'avais fait un tweet pour dire que les États-Unis passent régulièrement à côté de l'essence des choses en Haïti. Aujourd'hui, nous avons une situation où il y a eu des manifestations entre le mois d'octobre de l'année dernière et ce mois de novembre. On a eu des situations et des estimations de la presse internationale, CNN, etc., qu'il y a eu des millions de gens qui sont sortis dans les rues, dans les manifestations, pour demander, pour exiger le départ du président de la République. On n'a jamais eu ça. Il y a eu beaucoup de mobilisation pendant les 33 années de la transition démocratique en Haïti, de 1986 à aujourd'hui. Mais on n'a jamais eu des manifestations d'une telle ampleur que celle qu'on a vue entre octobre de l'année dernière et aujourd'hui. Pendant ce temps, l'ambassade américaine, comme acteur qui a du poids en Haïti, fait tout son possible, essaie d'interférer pour exiger qu'il y ait une négociation entre la classe politique et le président de la République. Alors que l'enseignement des anciennes crises du coup d'État de 1991 à la crise post-électorale 2000-2004, les protagonistes haïtiens ont toujours refusé, et surtout l'opposition haïtienne a toujours refusé de s'asseoir avec le président de la République. Maintenant, les manifestations gigantesques qu'on a eues en Haïti pendant cette période ont provoqué des morts, des blessés, beaucoup de victimes. Alors, l'opposition est dans une position catégorique. On ne va pas traverser cette montagne de cadavres pour aller nous asseoir avec le président de la République. D'autant qu'il n'y a aucun agenda, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun acquis, si vous voulez, pendant ces 16 derniers mois où M. Jovenel Moïse exerce le pouvoir. Les Américains dans tout cela? Non, eh bien non, justement, les Américains ont envoyé des émissaires, plusieurs. Je crois que cette semaine, il devait y en avoir un nouveau qui devait arriver en Haïti. Mais c'est un sous-secrétaire d'État, hein, c'est un second couteau qu'ils ont envoyé. Mais à chaque fois, ils envoient des émissaires, ils font les pressions pour exiger que l'on ait un dialogue qui est impossible. Nous croyons que les États-Unis ont beaucoup de poids dans la balance et, si vous voulez, il y a une certaine colonisation des esprits des Haïtiens par rapport à l'influence, à cette influence américaine, comme quoi le président ne va pas tomber, il ne va pas perdre le pouvoir parce qu'il a le soutien des États-Unis. Mais en fait, toute la réalité politique en Haïti n'a jamais été finalement définie par aucune ambassade en Haïti. Finalement, c'est la rue qui a toujours déterminé le contour et la fin des choses. Donc, les Américains, la France, la communauté internationale, ils peuvent avoir une certaine influence, mais finalement, c'est le peuple, quand il assume son destin, pour dire non, qu'il veut la fin de ceci ou de cela, qui va déterminer comment cela va finir. Ça va être le prochain segment, le dernier, mais un mot rapide quand même sur la France. Josette, quel est le rôle de la France en Haïti? Qu'est-ce que tu en dirais? Bon, je pense que la France est dans le corps groupe, mais je pense que la France a une responsabilité, en tout cas, une responsabilité. Il y avait François Hollande qui a été en Haïti en 2015. Il y a Sarkozy a été en 2010, ça a été le premier président français à avoir été en Haïti, à avoir mis les pieds sur le sol Haïti. Il est arrivé le 27 février, un mois et demi après le séisme, moins d'un mois et demi après le séisme. Il y a passé, je pense, 4 heures. Il y a passé 4 heures. Et il a dit les relations, je répète, je cite Sarkozy,
Il a dit les relations que la France avait eues avec Haïti n'ont pas été toujours heureuses. Et donc, il avait promis de faire quelque chose pour au moins, on ne peut pas effacer, mais on peut améliorer. Et François Hollande a été en Haïti en 2015. Et il a laissé un faux espoir, d'ailleurs, quand il est passé en Guadeloupe. Il a dit, nous allons régler enfin la dette vis-à-vis d'Haïti. Et tout le monde s'est levé, on a applaudi, on a dit, bon, enfin, il y a un président de la République française qui prend la parole, qui reconnaît quand même que, vu la situation d'Haïti, moi j'aurais dit que la France doit faire un plan Marshall pour l'éducation. Parce que je pense que l'éducation est incontournable pour mettre Haïti ou n'importe quel pays d'ailleurs, puisque la France en a fait, on a fait justement, on a été l'exemple. On a vu qu'on peut tout donner à un peuple. S'il n'a pas d'éducation, il ne peut pas se soigner, il ne peut pas contrôler le nombre d'enfants qu'il veut, il ne veut pas. Je dis souvent, quand je parle de l'éducation, j'ai dit, ma mère avait fait 11 enfants, ma mère. On est 5 filles. Et les 5 filles, parce que nous sommes éduqués, parce que nous avons été à l'école, nous avons compris le rôle de l'éducation, eh bien, à 5, on a 11 enfants. C'est pas vrai, c'est pas bien ça? Donc, on a exactement la réponse au développement. La réponse au développement, c'est l'éducation. Moi, je dis, la France a un rôle à jouer. Et quand Hollande est arrivé en Haïti, il a dit que c'était une dette morale. Moi, je pense qu'avant la morale, je crois que la France doit apporter, financer un plan Marshall d'éducation en Haïti. Et donc la France doit payer? La France ne doit pas payer, mais la France doit... je ne dis pas, c'est pas moi qui dois décider si la France doit payer. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas dans la justice, mais je pense que la France a une dette. Si elle n'est pas morale, elle est humaine. Pour l'humanité, la France doit aider Haïti avec un plan Marshall pour l'éducation. Et surtout en ne versant pas cet argent aux prédateurs haïtiens, parce que Haïti a subi pendant 216 ans autant de malheurs des prédateurs haïtiens que des prédateurs étrangers. Donc je pense qu'aujourd'hui, si la France a vraiment une dette envers Haïti, c'est une dette pour faire un plan Marshall pour l'éducation en Haïti. Josette Bouffard-Thomas, Hérold Jean-François, Jacques Nézy. Oui. Par rapport à la question de l'éducation entre la France et Haïti, moi je suis d'accord avec le point de vue de Josette que j'ai soutenu. Ailleurs, je crois que quand on regarde ce qui se passe dans l'espace francophone, quand on regarde la production de livres et l'importance d'Haïti dans la francophonie, parce que avec ces écrivains qui ont raflé, en 2013, je crois que les écrivains haïtiens ont raflé quasiment la plupart des prix qu'il y avait dans l'espace francophone. Ce qui a fait dire que Haïti, c'est une puissance dans la francophonie. Moi, je crois que si Haïti a pu faire tout ça sans aucune aide, sans aucune assistance spéciale de la France, et par rapport à ce que la francophonie représente dans la politique étrangère de la France, moi je crois que cela devrait inspirer les décideurs français pour qu'ils aient au moins mauvaise conscience par rapport à toutes les tâches qu'ils n'ont pas assumées quant à l'éducation, à l'aide que Haïti aurait besoin dans son système éducatif. Moi je crois que la France de ce côté-là devrait considérer tout l'effort qui se fait dans l'espace francophone et l'apport d'Haïti à cet espace francophone pour faire quelque chose de ce côté-là. Hérold Jean-François, Jacques Nézy, Josette Bouffard-Thomas, ça fait à peu près 50 minutes qu'on discute. Haïti, où va-t-on? Déjà pas droit dans le mur. On a bien compris qu'il y a une direction qui est prise, même si la démocratie est assassinée ou confisquée, c'est selon. Il y a quand même une appropriation de la chose publique de la part des citoyens, même si ils sont évidemment déçus, même si leurs votes sont volés, même si ils sont obligés de vendre ce vote au plus offrant. On a bien compris qu'il y a une direction qui est prise. On a passé en revue le rôle des uns et des autres, de l'ONU,
de Washington, de la France. On n'a pas parlé de la République dominicaine, ce qui aurait pu être un bon quelque chose, mais on va y revenir tout à l'heure. On va garder le meilleur pour la fin. Maintenant, on va évoquer l'avenir, on va évoquer les ressources, généralement quelconques, humaines, écologiques, halieutiques, environnementales. On va essayer de sortir du Yaka Faucon finalement, parce que bon, on est 12 millions, combien? 12 millions 2, 12 millions 3, autant de médecins haïtiens, autant de docteurs, chacun a sa solution. On va essayer d'être pédagogue et se projeter dans cette fameuse année 2014, 100 ans après l'indépendance. Alors, de quelles ressources Haïti dispose aujourd'hui pour sortir de ce chaos? D'abord, peut-être les ressources humaines, et Walt Jean-François, je ne veux pas influencer la question, mais de quelles ressources est-ce qu'on dispose pour faire face? Quelle que soit la quantité de ressources dont un pays dispose, il faut qu'il soit conscient, il faut qu'il maîtrise ces ressources-là, ces richesses-là. À ce titre, on peut prendre beaucoup de pays d'Afrique, de l'Afrique qui disposent d'immenses richesses. Et la République démocratique du Congo est l'un des exemples qui dispose de ressources immenses. Et puis, on dit que c'est un pays pauvre. Les Congolais ne sont pas riches alors que le territoire congolais est riche. Il y a d'autres exemples de pays africains qu'on aurait pu donner. Maintenant, on dit que Haïti dispose de l'iridium, de l'or, du pétrole, etc. Mais il y a des inventaires qui ont été faits, mais il n'y a eu aucune mesure qui a été prise pour mettre ces ressources en valeur, pour les exploiter. Maintenant, il faut bien savoir ce dont on dispose vraiment et ensuite les mettre en valeur et ne pas laisser que des compagnies multinationales viennent les exploiter à notre place. Je vais vous donner l'exemple d'un pays qui fait l'actualité aujourd'hui, la Bolivie, qui est l'un des pays les plus riches en gaz naturel et des tas de minerais. Avant que Evo Morales soit arrivé au pouvoir, les multinationales qui exploitaient les ressources en Bolivie accordaient 18% des ressources exploitées à la Bolivie et ces compagnies multinationales gardaient 82% des profits. Quand Evo Morales, il y a 14 ans, est arrivé au pouvoir, il a nationalisé ses ressources et il a changé la proportion. C'est désormais 20% aux multinationales et 80% à la Bolivie. Et regardez tous les investissements en infrastructure, tous les investissements, toutes les transformations qu'il a pu réaliser pendant 14 ans d'intervention. Donc, c'est-à-dire, il ne suffit pas de poser la question pour savoir de quelles ressources Haïti dispose-t-il pour sortir de ce développement. Il faut faire un inventaire de ces ressources et une exploitation ordonnée et contrôlée, qu'il n'y ait pas de disproportion entre ceux qui viendraient exploiter ces ressources comme compagnies multinationales, etc., et donner une pitance en retour au pays. Maintenant, il y a les ressources humaines. José t'a parlé d'Haïti qui est l'un des principaux pays exportateurs de cerveau, parce qu'il y a des Haïtiens partout aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, et les Haïtiens ont formé les Québécois, ils ont formé les Africains au Congo, un peu partout. Et ils sont venus, ils sont médecins, ils sont professeurs aux États-Unis dans beaucoup de champs d'activité. Ils sont partout, les infirmières haïtiennes, les médecins haïtiens sont partout en Suisse, en France, etc. Donc, il faudrait commencer par mettre de l'ordre chez nous pour créer une situation différente, pour institutionnaliser le pays. L'un des plus graves problèmes qu'il y a en Haïti, c'est, et surtout avec la démocratie, c'est le problème d'institutionnalisation.
Haïti n'est pas institutionnalisé. La Constitution de 1987 avait donné un rôle important, un rôle majeur aux partis politiques haïtiens pour qu'ils soient ceux-là qui déterminent la composition du gouvernement. Et il y a un article de la Constitution voulant que le parti qui a la majorité au Parlement forme le gouvernement. Mais les partis politiques n'ont jamais pu assumer ce rôle. Donc il faut institutionnaliser la vie politique et ensuite pour qu'il y ait un programme. On a évolué en Haïti pendant un peu plus de 215 années sans aucun agenda national, sans aucun plan, sans aucun projet politique. Donc c'est autant de choses qu'il faut revoir avant de savoir de quelles ressources nous disposons pour sortir de cette situation. Et dans cette projection de l'Haïti nouvelle, parce qu'aujourd'hui c'est le mot à la mode dans notre pays, Haïti Nouveléa, dans cette projection de l'Haïti nouvelle, quel est par exemple le rôle de ce qu'on appelle ici les contre-pouvoirs? Je pense à la presse par exemple. Et à quoi par exemple la presse haïtienne de 2019, comment peut-elle contribuer à ce processus de modernisation, d'institutionnalisation de ce quelque chose dont nous avons besoin? Jacques, Josette. Oui, allô? Oui, alors je parle sous le contrôle de Roger François, qui est directeur de médias. En parlant du rôle de la presse, moi je dirais que la presse en Haïti, elle devrait jouer un rôle d'avant-garde. Il y a un concept à la mode aujourd'hui, on parle de... Oui, on parle de lanceur d'alerte. Et on l'a vu... les journalistes considérés comme lanceurs d'alerte sur les différentes affaires qui ont été éclatées au Brésil, avec au Brésil, en Amérique latine, combien de présidents, de chefs d'État qui sont sanctionnés et emprisonnés par la justice, et qu'il y a différents scandales liés aussi aux pratiques de corruption, et que la presse y a joué un grand rôle. Ici même, on voit bien, il y a 2 médias qui sont à l'avant-garde du comportement des politiques, Mediapart, Canard enchaîné. Alors, on a vu comment les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles, comment elles se sont déroulées, comment d'autres candidats ont été laminés par des scandales liés aux pratiques de corruption. Alors, en Haïti, la presse hésite encore à emboîter le pas à ce comportement vertueux. Bon, quelques-uns, peut-être, et on peut me corriger là-dessus, quelques-uns tentent de dénoncer, mais on voit bien le danger que cela comporte. Par exemple, pour un média dont le modèle économique est construit sur la publicité, donc il peut se faire sanctionner quand il dénonce les pratiques de corruption entre un élu ou un président de la République, etc. Donc il peut payer de façon très chère son positionnement. Mais donc on souhaite que la presse aussi accompagne les populations haïtiennes, notamment au moment du choix des présidents ou de ceux à qui ces populations devaient confier leur destin. Par exemple, si la presse, je ne sais pas, avait pris une position beaucoup plus ferme, plus engagée et contre certains candidats, peut-être les électeurs auraient une autre position. Donc, en termes de contre-pouvoir aussi, il y a des contre-pouvoirs au niveau institutionnel, mais là encore, on tarde à les mettre en place. Par exemple, la Cour constitutionnelle en Haïti, il y a d'autres institutions qui sont de la société civile, par exemple, les représentants des magistrats ou des maires, assez souvent, quand ils tentent de construire une sorte d'autorité indépendante vis-à-vis du pouvoir, alors c'est vrai que le pouvoir tente à ce moment-là de les redomestiquer à son profit. Alors, en termes de projection, ce que j'ai envie de dire, ou bien comme terme de proposition, ma première proposition, ce serait... On en était aux ressources tout à l'heure. Aux ressources. Aux ressources, je pourrais ajouter, la migration pourrait être une ressource importante pour Haïti. Puisque la grande majorité, je crois que quelqu'un l'a invoqué tout à l'heure, sur cette table, combien d'Haïtiens sont partis, je crois que c'est Josette, combien d'Haïtiens cadres sont à l'extérieur. Alors, quelle politique, en termes de réflexion, on pourrait mettre en œuvre pour faciliter
leur retour, non pas comme aspirant à être député, sénateur, président de la République. Bon, ce serait légitime de leur part, mais je crois en termes de contribution à l'enseignement, à l'éducation. Parce que plus de 200 ans après, c'est quand même triste qu'on ait en Haïti encore des analphabètes, des gens qui ne savent pas remplir un formulaire même à la sortie de l'aéroport. Et quand on voit aujourd'hui les outils, même à l'aéroport, on a presque plus besoin, par exemple, de quelqu'un qui est au guichet pour remplir une feuille, une fiche. Il faut savoir le faire tout seul. Or, Haïti devrait résoudre ce problème d'analphabétisme après plus de 2 siècles d'indépendance. Donc je crois que la migration formée, la migration compétente pourrait être utile à ce niveau. Et je termine aussi en soulignant l'environnement. L'environnement peut être une ressource aussi à Haïti. C'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui que l'économie occidentale tend à promouvoir ce qu'elle appelle la décroissance. C'est-à-dire on va produire moins, mais on va produire en tenant compte des exigences de l'environnement. Or, Haïti a cet atout, elle pourrait s'en faire prévaloir. Josette, un mot rapide sur ces fameuses ressources et puis on va maintenant passer aux questions puisque la boîte à idées, elle est disponible désormais, on va se projeter. Et sur ces fameuses ressources, bon, les ressources naturelles, notamment souterraines, Hérolde Jean-François a dit qu'il faut les inventorier, ensuite voir comment on peut en faire le meilleur usage. Il n'a pas osé prononcer le mot de nationalisation, mais il a cité à juste titre la Bolivie qui a fait ce que chacun sait. Sur les autres ressources, les ressources humaines, il a parlé de la diaspora tout à l'heure, Jacques Lézy, on n'aime pas le mot, personnellement je ne l'aime pas, mais bon, je ne suis pas là pour donner mon avis. En quoi justement les Haïtiens qui sont à l'étranger, que ce soit ceux qui sont en République dominicaine, en Europe, en Amérique du Nord, comment, puisque cette question de la diaspora c'est un serpent de mer, ça fait longtemps qu'on en parle. Déjà même en 1990, lors du mouvement Voyer Haïti monté, on avait inventé ce rôle de la diaspora dans ce pays qui n'a jamais fonctionné. Qu'est-ce qu'aujourd'hui cette diaspora peut faire pour marquer une rupture avec ce qui n'a pas fonctionné? Oui, d'accord. Donc moi, je vais déjà commencer par dire que j'ai apprécié ton animation, mais je pense qu'on n'a pas fini. on a parlé du rôle de l'international, mais on n'a pas parlé du rôle des nationaux dans la destruction de ce pays. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on parle aussi du rôle des nationaux avant même de parler des ressources. Et je parle des nationaux. Parlons des nationaux. De ces 150 familles qui ont détruit la classe moyenne parce qu'ils importent tout dans le pays. Aujourd'hui, Haïti, c'est un pays qui importe plus de 80% de ce qu'il consomme, alors qu'ils auraient pu produire pour consommer. Moi, dans mon enfance, ma jeunesse, je mangeais rien qui venait de l'étranger. Je mangeais de la nourriture du jardin, du champ de mes parents. Je ne suis pas si vieille que ça. Et c'était bio, c'était de la bonne nourriture. Aujourd'hui, on nous bassine avec le riz venant des États-Unis, le riz américain, qui est déjà très subventionné pour venir tuer le riz haïtien. Donc déjà, il y a aussi déjà une sorte de combine qu'il y a entre ces 150 familles qui fleurissent justement sur cette masse de crasse de la classe pauvre d'Haïti. Et il n'y a plus de classe moyenne. Haïti n'a plus de reins. Donc je pense que les reins d'Haïti, il y a encore des Haïtiens en Haïti, il y a des Haïtiens de la classe moyenne qui luttent, mais je pense que la première chose à faire, c'est sortir Haïti, c'est sortir cette classe moyenne de la précarité. Quand je parle de classe moyenne, il y a quelqu'un représentant de cette classe à côté de moi, qui est directeur d'une radio, qui est un citoyen responsable, mais aujourd'hui, il ne peut pas vivre de ce qu'il fait. Parce que depuis le pays LOC, on l'a invité pour venir témoigner, justement, parce qu'on considère que c'est vraiment ces citoyens haïtiens qu'il faudrait aider et soutenir pour qu'ils fassent le travail vis-à-vis du peuple. Mais justement, comment est-ce que tu es en train de dire qu'il faut que les Haïtiens vivant à l'étranger arrêtent de subventionner financièrement leur famille via des transferts d'argent? Je pense pas, je ne dirais pas qu'il faut arrêter d'aider les familles, mais il faut arrêter
d'envoyer de l'argent comme ça. Il faut une autre forme d'aide. Je pense qu'il faut mieux s'organiser. Les Haïtiens, ce sont des entrepreneurs dans l'âme. Nous, on fait une expérience. Haïti Futur fête ses 25 ans. On fait des expériences avec des jeunes Haïtiens qu'on a trouvés au chômage, qu'on a trouvés en train de mendier, qui sont devenus des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Eh ben, aujourd'hui, moi, j'enseigne à Dauphine. Je pourrais les inviter à Dauphine pour venir raconter leur expérience d'entreprise. Ce sont des jeunes dans des milieux reculés qui n'avaient pas accès au crédit. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Si tu me demandes quelles sont les principales ressources d'Haïti, je dirais que les principales ressources d'Haïti sont les Haïtiennes et les Haïtiens. Il y a une énergie dans ce pays, il y a des pépites dans ce pays, mais qui n'ont rien, ils n'ont pas de crédit, ils n'ont pas d'assistance, ils sont laissés à l'abandon. Et quand il y a crise dans ce pays, on va donner à manger aux affamés et ce sont eux qui partent. 85% des diplômés haïtiens au niveau master, licence master, partent à l'étranger. 85%. Et l'université est censée être gratuite. Donc même quand l'État enfin finance un petit peu de cette université, ben ceux qui étudient, ils s'en vont pour ne plus retourner. Donc la diaspora envoie 3 milliards de dollars en Haïti, un peu plus maintenant. Donc la diaspora envoie quand même 3 milliards de dollars américains, presque 4 milliards en Haïti. Mais c'est de l'argent distribué pour payer des cartes de téléphone aux familles. Et 70% de cet argent partent dans l'importation, pour acheter des produits d'importation. Et à peu près 30% partent un peu pour payer l'école. Donc c'est de l'argent qui finance l'économie de subsistance. Autour de toi, voilà. 4 milliards, soit quasiment 2 fois plus que le budget de la République quand il est voté, parce que ça fait un moment qu'il n'est pas voté, du fait de cette panne parlementaire que nous connaissons. On arrive lentement mais sûrement vers la fin de cette causerie. Maintenant, on vous demande, vous qui avez suivi jusqu'ici, peu de gens s'en sont allés, peu de gens ont dormi, je n'ai pas entendu des gens ronfler, ce qui veut dire que vous avez écouté. Est-ce que vous auriez des questions pour Ewald Jean-François, venu spécialement d'Haïti, dans le cadre de ce salon du livre, Jacques Nézy, politologue, et Josette Bouffard? Je passe la parole au public, à Chantal Guerrier déjà. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut faire passer le micro? On s'identifiera rapidement, on va droit au but, pas dans le mur. Et on pose la question. Chantal. On n'entend pas Chantal. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est allumé? On appelle quelqu'un de la technique au secours, s'il vous plaît. Bon, tu viens là déjà? Oui. C'est peut-être plus. Oui, maintenant ça va? Bon. Bonsoir à tous, Chantal Guerrier. Donc la question pourrait être à tout le monde, mais c'est une question justement concernant... Ah, ça marche mieux là. Donc ma question concerne justement cette manne d'argent qu'envoie la diaspora haïtienne. Comment, pourquoi ne pas créer par exemple une banque, ça pourrait être une banque communautaire haïtienne qui pourrait servir justement à déposer cet argent et les personnes qui reçoivent l'argent le déposent dans une banque et ça peut servir aussi comme fonds pour investir et pour aider peut-être les agriculteurs à avoir des aides pour financer leurs produits, ou comme les petits commerçants qui ont besoin de crédit pour démarrer leur exploitation. C'est bref, mais je pense qu'il faudra réfléchir à ça. Une banque de la diaspora. Première question. On va essayer de prendre un groupe de questions et puis on essaye d'y répondre rapidement. Monsieur. Madame, bonjour. Bonjour, je suis Pierre-Louis Patrick. Je salue déjà ce panel. Je suis Pierre-Louis Patrick, un membre de la communauté haïtienne de France,
La dernière fois, nous avons participé dans un grand débat qui était organisé le 11 novembre du côté de Épinay. Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites. Et encore aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de dynamique par rapport à la question en Haïti. Il y a pas mal d'analyses que j'ai entendues. Et moi, la question que j'aimerais poser devant les caméras et le public, c'est que quand est-ce qu'en réalité, nous, les Haïtiens, nous allons nous poser pour construire, et comment on peut dire, pour construire la solution au problème d'Haïti. Parce que je passe mon temps à entendre des analyses, et c'est à cause de ci, c'est la responsabilité de ça, mais on a des intellectuels haïtiens. Aujourd'hui, tous, on connaît le problème, on sait que ça ne va pas en Haïti. Alors, quand est-ce qu'on va se poser pour dire, voilà, nous allons mettre en place un programme pour gérer le problème d'Haïti? Donc la question, c'est celle du moment, finalement. Quand est-ce que cette décision sera prise, hein, si j'ai bien compris. Merci. Autre question, parce que tout le monde, on va répondre à toutes les questions à peu près en même temps. Monsieur. Bonjour tout le monde, je suis Chéri Wilson, membre de Débat Chaud. Nous avons une émission que nous analysons et commentons normalement sur la radio RSI Sud International. Je salue tous les membres du panel ainsi que l'assistance. Et ma question, je ne veux pas adresser à Mme Josette spécialement, mais elle va un petit peu mouiller. Et elle a évoqué, quand la question a été posée, on a parlé de Washington, le rôle de Washington, le rôle de la France, etc. Mais elle a pu dire que elle n'est pas en mesure, elle-même, elle ne va pas prendre la décision pour dire que qu'est-ce que la France doit payer, etc. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu le ton pour qu'on s'entende de l'autre côté? Excusez-moi, qui parle? Ah, ok. Oui, oui. Alors, la question? Donc ma question est, tout le monde sait qu'on parle de colonialisme, de l'esclavage, tout ça. La France a un poids dans la crise en Haïti ou bien dans le problème en Haïti. Est-ce que normalement la France n'a pas une dette envers Haïti? Non, on ne parle pas de dette morale ou bien dette humanitaire, mais la dette de l'indépendance qu'on a demandé aux Haïtiens de payer pour sa reconnaissance. Est-ce que cette dette-là n'existe pas? C'est ça ma question. On prend une dernière question si on a pour cette première série. Et puis on essaye de répondre assez rapidement parce que le temps est en train de filer à une vitesse folle. Madame. Bonjour, Estelle Paul. Moi je suis haïtienne et je suis venue en France pour faire mes études. Donc je fais partie de cette catégorie dont vous avez parlé précédemment. Et ma question c'est au sujet des ressources. Donc vous avez parlé de ressources humaines, vous avez parlé aussi de minéraux éventuellement qui seraient potentiellement exploitables. Mais on n'a pas parlé de l'agroalimentaire. 27 000 km² quand même, c'est la superficie de Rhône-Alpes. On a beaucoup de plaines, on a quand même une grosse capacité. Et je pense que c'est en rapport avec aussi les 80% de produits qu'on exporte. Est-ce que vous pensez que si on investissait dans l'agroalimentaire, Haïti pourrait être autosuffisant éventuellement ou voire même exporter des produits? Parfait. Voilà. Donc je résume, hein, après merci. On va... Une première question à vous trois sur une éventuelle banque de la diaspora haïtienne, comment la monter, si jamais c'est faisable, à quoi elle peut servir. Une deuxième question sur le momentum, quand est-ce que finalement on va enfin construire quelque chose, selon monsieur. Une autre question sur la dette de la France, dette financière, pas morale, si j'ai bien compris. Et puis la question de la mise en valeur des ressources agroalimentaires, en gros, si j'ai bien compris, est-ce que Haïti peut disposer d'une industrie agroalimentaire fonctionnelle? Première question, la Banque de la Diaspora. Qui veut s'y coller? Bon, moi, je pense que l'idée de la Banque de la Diaspora, c'est une très bonne idée. Ça a été déjà évoqué après le séisme. Mais on voit qu'elle peut être facilement faite parce que Martelly et Lamotte ont quand même pris pendant leur mandat. Il y a eu quand même 1,50 $ qui a été pris sur chaque appel téléphonique fait par un membre de la diaspora en Haïti. Et
sur chaque transfert d'argent, il y a eu, je ne sais pas combien d'argent, pris, 50 centimes, pris sur chaque transfert d'argent. Eh bien, en 2013 ou 2014, il y avait déjà 216 millions de dollars en banque ou quelque part. Hein. Je ne dis pas que c'est sur la banque des Haïtiens, hein. C'était peut-être sur la banque de Martelly ou de Lamotte, mais il y a eu sur un compte en banque quand même, quelque part dans le monde, il y a eu quand même, au bout de 2 ans, 216 millions de dollars qui ont été récupérés sur ça. Donc, puisque la diaspora ne s'est pas organisée pour créer cette banque, eh bien Martelly et Lamotte l'ont créée justement en faisant une prédation sur les transferts d'argent et sur les appels téléphoniques. Donc, ça veut dire que c'est possible. Tu es en train de dire que cet argent n'est pas allé dans les caisses de l'État? Non, cet argent devait aller justement pour financer l'éducation. Et pour le moment, on ne sait pas. Erol nous dira où cet argent, où est cet argent peut-être. Mais en général, cet argent n'est pas là. Donc je pense que c'est une très bonne idée, une excellente idée. Si justement, où va Haïti, la diaspora peut enfin s'organiser pour au moins, c'est pas dire de ne pas s'occuper de ses familles, mais au moins un pourcentage de cet argent, de ces transferts, soit mis dans une banque pour pouvoir faire une banque pour au moins financer des programmes. Nous, par exemple, on a travaillé, on a fait un rhum. Après le séisme, on a emmené un investisseur, le rhum Bookman, que vous verrez en bas, là, vous pouvez voir la bouteille. On a créé ce rhum en 2016. Je suis parti avec un investisseur, un Irlandais, un ancien Pernod Ricard, en Haïti. On a fait ce rhum, au bout de 3 ans, le rhum est devenu le numéro 1 au niveau de salon mondial. On a le numéro 1 de ce rhum. Maintenant, on vient nous chercher. Donc, ça veut dire que 10% de cet argent financera l'éducation en Haïti. Donc, ça veut dire que la diaspora aussi peut non seulement créer cette banque, mais chercher des investisseurs, soutenir aussi, justement, des investisseurs en Haïti, investir aussi pour que Haïti puisse se remettre debout. Donc, la banque est faisable, avis aux amateurs, à ceux qui s'y connaissent en banque, en finance. Erol, Jean-François, qu'est-ce que tu répondrais à la question peut-être sur la souveraineté alimentaire? Est-ce qu'aujourd'hui, sur les 2750 km² que nous avons, il y a moyen de produire et de enfin être autosuffisant sur le plan agro-industriel? Bien entendu, pour la question de l'agriculture, aujourd'hui, tout ce qui est cultivé en Haïti est cultivé de façon informelle et individuelle par des paysans qui ne sont pas en général propriétaires des terres, qui n'ont pas de crédit agricole et qui n'ont aucun encadrement de l'État pour le produire. Or, de 1814 à aujourd'hui, les paysans n'ont jamais été défaillants. Il y a toujours des vivres alimentaires produits de la terre haïtienne qui se trouvent sur les marchés. Et l'une des grandes défaillances des dirigeants haïtiens, justement, c'est qu'on n'a jamais fait des investissements pour moderniser cette agriculture et atteindre cette autosuffisance. Et la plupart des produits que nous importons aujourd'hui, il y a le savoir-faire en Haïti pour les produire. Donc, l'agriculture, c'est l'un des créneaux qui a été négligé totalement. Il y a suffisamment de savoir-faire parce que, regardez une situation. Aujourd'hui, Haïti importe beaucoup de produits alimentaires de son voisin immédiat, la République dominicaine, avec lequel nous partageons l'île d'Haïti. Et qui travaille dans les champs dominicains pour produire les biens qui sont envoyés sur le marché haïtien, ce sont les ouvriers haïtiens, c'est la main-d'œuvre haïtienne qui travaille en République dominicaine. S'il y a une modernisation de l'agriculture, s'il y a cette révolution agricole en Haïti, et que l'on puisse maintenir cette main-d'œuvre, et qu'il y ait du travail pour cette main-d'œuvre, pour ces ouvriers, on peut réussir la révolution agricole et ensuite réduire considérablement la dépendance d'Haïti par rapport à l'importation. Et l'un des plus graves problèmes en Haïti, c'est
la dépréciation de la gourde, de la monnaie haïtienne, c'est la gourde par rapport au dollar américain. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande constante et constamment en hausse de dollars pour importer un peu plus de produits. Parce qu'à chaque fois, il y a une demande qui augmente. Si on modernise l'agriculture et que l'on puisse transformer les produits de l'agriculture dans l'agro-industrie, eh bien, on aura suffisamment de nourriture produite en Haïti et on baissera du même coup la demande en dollars américains et ça contribuera à la stabilisation de notre monnaie nationale. C'est limpide. Alors, la dernière question, Jacques, sur la dette de la France. On parle d'argent. Faut-il que la France paye financièrement à Haïti de l'argent et si oui, combien? C'est un serpent de mer. Cette histoire de la dette, oui, un serpent de mer, c'est l'histoire de la reconnaissance d'une part de la dette. Donc il faut qu'il y ait une reconnaissance d'abord de la France, qu'elle a une dette envers Haïti. Première chose. Deuxième chose, une estimation de cette dette. Et puis, également mise en place des mécanismes de gestion de ce versement, s'il y a versement d'ordre financier. Parce qu'on a vu la catastrophe avec le fonds Petro-Caribé et au final, certains disent que Haïti c'est très compliqué d'aider Haïti parce que forcément, il faudrait d'abord essayer de faire face à la corruption, mettre en place des mécanismes permettant à certains hommes politiques d'être vertueux, d'avoir des rapports plus justes avec les ressources de l'État. Donc, puisque finalement, ça ne sert à rien à la France de verser à Haïti si Haïti va dilapider les fonds que la France consentirait à lui verser. Mais ça demande une autre démarche. Aristide avait tenté cette démarche, mais la démarche était politisée à l'époque. Mais on pourrait, de façon sereine, engager cette démarche de reconnaissance d'abord, et ensuite de réparation et de versement de fonds. Alors la France avait estimé à travers le rapport Régis Debray qu'elle a déjà tout fait sous forme d'aide bilatérale ou qu'elle peut apporter de l'aide à Haïti à travers les collectivités territoriales comme la Guadeloupe, la Martinique. Et on voit bien, c'est un écran de fumée et que la France, il lui manque pas assez de courage et d'audace pour faire face à son passé et de répondre de façon juste à cette demande de réparation. Donc il faut déjà que cette dette soit reconnue et que ensuite on mette en place des mécanismes de paiement, pour ne pas dire de réparation. On arrive vers la fin de cet échange, on prend une deuxième série de questions. Il y a une dernière question à laquelle on n'a pas répondu. Ah oui, c'est la question du momentum. Oui, la question du momentum. Oui. Je pense qu'on l'a à peu près abordé, c'est pour ça qu'on est là, non? Et Rolf veut ajouter quelque chose. Quand est-ce qu'on s'y colle, si j'ai bien compris? Non, moi je crois que c'était une question pertinente. J'ai pas entendu. Je crois que cette question par rapport à la responsabilité des Haïtiens, c'est une question pertinente. L'une des plus grandes tares en Haïti, c'est que personne n'est responsable de rien. Personne n'est responsable de rien. Quelqu'un vous injure ou bien vous cause un tort. Ah, c'est pas ma faute, c'est pas faute moi, c'est la faute à un tel, c'est un tel qui m'a poussé à vous faire ceci, à vous faire cela. Il faut que nous commencions à intégrer cette culture de la responsabilité pour que tous les problèmes d'Haïti n'aient pas comme quoi un responsable, un bouc émissaire. Il faut que nous soyons responsables pour assumer nos fautes et reconnaître les erreurs qui ont été commises, etc. Nous ne voulons exonérer personne des fautes et des responsabilités par rapport à Haïti, mais nous devons commencer par être responsables. Je crois que, pour répondre directement à la question du compatriote, je dirais que cette crise peut nous offrir, la fin de cette crise, justement, peut nous offrir l'opportunité de commencer à assumer nos responsabilités en définissant un plan
d'intervention, un agenda national pour savoir où nous voulons aller. Parce que le titre de ce débat, de cette conférence, était « Haïti, où va-t-on » Et nous savons bien, avec Sénèque nous a appris qu'il n'est pas de fin favorable pour celui qui ne sait où il va. Il faut que nous dressions un plan de développement, que nous établissions un agenda national et que nous changions de paradigme en Haïti pour arrêter de compter sur la France, sur les États-Unis, sur les Nations Unies, etc., pour que nous puissions nous assumer. Parce que Haïti, comme pays, s'est assumé dans les premiers moments. Maintenant, il y a trop l'esprit de dépendance par rapport à l'appui, à l'aide internationale, etc. Il est trop développé en Haïti. Il faut couper court à cela, établir de nouveaux paradigmes pour repenser Haïti. Il faut que les Haïtiens revisitent Haïti à partir de leur propre schéma. Parce que une autre tâche importante en Haïti, c'est la question de l'éducation. Josette a parlé de l'aide à l'éducation. Moi, je crois qu'il faudrait systématiser l'éducation parce que comment un pays qui a un taux d'analphabétisme aussi important, où la majorité des gens en Haïti, la majorité des citoyens sont des portefeuilles ou bien des gens de maison, comment ils peuvent contribuer au développement d'Haïti? Il faut apporter l'éducation à tout ce groupe majoritaire pour qu'ils puissent participer de façon plus effective et qu'il y ait une valeur ajoutée à l'apport, à leur contribution au développement d'Haïti. Donc, il faut investir dans l'éducation et ensuite, et puis à ce moment-là... Sur le momentum, Non, j'ai dit que la crise, cette crise-là, la fin de cette crise peut nous donner l'opportunité, nous offrir l'opportunité... Parce que nous sommes à la fin de quelque chose. Oui, justement, nous sommes à la fin de quelque chose, de revisiter Haïti, de faire un plan de développement, un projet autonome et endogène pour aller vers autre chose. Voilà. Parfait. Donc, ça sera les mots de la fin, puisqu'on a commencé à l'heure, il faut finir à l'heure. Et finalement, tout bien résumé, c'est quelle pensée politique pour quel développement? Nous sommes dans le cadre d'une boîte à idées un peu géante, sous les ors de la mairie du 15e arrondissement. On va laisser la parole à Josette pour terminer, puisqu'il y a une boîte à idées qui est ouverte. Et dans la mesure où vous avez des idées, des projets, Haïti, où va-t-on? Allez déjà dans la boîte à idées pour essayer d'y contribuer, Josette. Oui, exactement. Le monsieur qui a posé la question, l'haïtien qui a posé la question. Je veux vous répondre, mais je veux répondre aussi à tous les haïtiens qui sont là. Parce que je pense aussi, et cela je vais le dire en public, parce que le défaut de l'haïtien, je crois qu'il y a un organe qui est très développé, qui est la bouche, et puis il y a un autre organe qui est moins développé. Je crois que le momentum est venu pour qu'on développe l'organe, pour qu'on s'asseye, pour qu'on dise oui, qu'on prenne rendez-vous. Parce que c'est très difficile de vous réunir. Là, on se réunit avec Philomé Robert, avec quelques Haïtiens depuis la crise. Et quand on vous invite, vous dites oui. Et puis, il y a 5 personnes autour de la table. Le monsieur qui demande le momentum, vous m'écoutez? Avant de partir, vous venez donner votre mail ici. Ici, le momentum, c'est maintenant. Venez vous inscrire ici pour qu'on puisse vous inviter à la réunion de la semaine prochaine. Le momentum est là, maintenant, aujourd'hui. Excellent. Bon, mais parfait. Merci. Merci Jacques Nézy, merci Walter François, merci Josette Bouffat. C'est la fin de cet échange. Merci à vous d'être restés là et on vous dit bonne fin de salon. Merci à vous. Chaque fois, il y a 5 personnes.